un travail d'équipe, il faut le savoir, parce que le bourgmestre, il est là pour la partie administrative, pour gérer tout ce qui est administratif, mais aussi les subsides. Hein, donc ça, c'est important, c'est la mission. Mais c'est aussi quelque chose, faut-il encore le préciser et le dire, de plusieurs législatures. Donc voilà, nous, on arrive enfin, on a eu des décisions importantes, des budgets nouveaux à aller chercher, des concrétisations à faire, des pistes de solutions parfois, mais c'est un travail qui a duré quand même sur plusieurs législatives, au moins 3, et il y a eu aussi un parfait mélange entre tout ce qui s'est passé au niveau communal et tous les gens aux côtés, les citoyens, la fabrique d'église et autres, et donc c'est vraiment un travail d'équipe. On a eu cette chance-là, et j'ai eu cette chance-là aujourd'hui en tant que mandataire, d'avoir plein de gens qui ont été autour d'un projet qui a fédéré plein de monde, plein de choses, et puis aussi plein d'entreprises. Alors nous avons été désignés en 2013, alors que le démontage a été réalisé en 2005. Une partie du dé, la plus importante, a été stockée à la caserne des pompiers, mais dans de très mauvaises conditions. C'était posé au sol, donc il y a des parties qui étaient écrasées. Par contre, l'administration communale aux entrepôts communaux avait prélevé les parties les plus fragiles et les avait mises en caisse. Donc on a ouvert toutes les caisses au moment du relevé. Et puis il y avait encore quelques parties qui étaient ici dans la basilique, dans la crypte de la basilique. Et puis il y avait le coq qui se trouvait dans le jardin du vicaire. Et donc progressivement, on a visité toutes les places et on a pu faire une épure du projet fini. Lors de la récolte des pièces, on s'est aperçu que certaines pièces en cuivre, qui étaient devenues oxydées et vertes, en réalité, au départ, étaient étamées et certaines parties dorées. Se rendre compte que c'est une technique rarissime, magnifiquement exécutée au XIXe siècle ici, et qui a été restaurée avec des artisans de très très haut niveau. Et le résultat est absolument magnifique. Alors, le premier corps de métier qui est intervenu, ce sont les monteurs d'échafaudage. C'est un métier à part entière. Je ne sais pas si vous avez vu la structure, sur quoi ça repose. C'est incroyable. C'est vraiment une prouesse pour pouvoir accéder à toutes les parties du chantier en toute sécurité. Un échafaudage particulier qui est suspendu en partie du fait qu'on a réalisé une première phase de toiture basse en premier. Donc la première phase a consisté à restaurer les toitures basses qui font tout le tour du triforium. Il y avait de très nombreux problèmes d'étanchéité. Tous les chéneaux étaient percés. Il fallait vraiment commencer par là, même si chronologiquement par rapport à un chantier, ce n'était pas par celle-là qu'il fallait commencer, étant donné qu'on savait qu'on allait intervenir au-dessus. La deuxième phase, travaille au-dessus de ce qui a été fait, donc il faut en plus de ça être vigilant sur ce qui a déjà été restauré. Donc phase 1, c'était des travaux de couverture essentiellement. Hein. Phase 2, c'est aussi des travaux de couverture, plus des travaux de maçonnerie. Et un travail assez inhabituel, la reconstruction du dé. Ça, on ne va pas dire qu'on fait ça tous les jours, donc ça c'est vraiment particulier. Mais ça n'enlève rien au reste du travail qui est aussi particulier et exceptionnel au niveau de restauration de pierre et ardoisage. Pour Monument Hainaut, nous on a les tailleurs de pierre et les menuisiers qui ont travaillé. Donc taille de pierre, il y a tout le dôme lui-même qui a été restauré au niveau des pierres. Donc on a eu des brochages, des greffes, du mortier minéral, tout type d'intervention. Et au niveau de la menuiserie, là on a eu un peu de travail sur la charpente au niveau des chevrons uniquement parce que le principal de la charpente est en métal. Et alors aussi les lucarnes qui elles sont en bois. Et encore quelques petits châssis avec des vitraux. Ça, c'est vraiment la partie monument. Et alors, on a en sous-traitance l'entreprise Battet, qui, elle, s'occupe des couvertures. Donc, tout ce qui est en ardoise, en plomb, à partir du bas de la toiture jusqu'au sommet, juste en dessous du dé, ça, c'est Battet. À côté de ça, on a la fonderie de Coubertin, qui s'est occupée, elle, de tout ce qui est dinanderie. Donc, c'est le principe d'habiller une structure en métal, habillée de bois, habillée de métal. Ici, le métal utilisé, c'est du cuivre qui a été étamé, donc une couche d'étain. Et à certains endroits, on l'a aussi doré. Donc ça, c'est vraiment le sommet de la toiture. Donc, ce qui est différent avec les autres projets qu'on fait d'habitude, c'est principalement la sculpture qu'on fait. On peut voir des chevaux, des choses comme ça. Voilà, donc là, c'est plutôt c'est une flèche, donc avec une ossature en métal. Il y a un charpentier qui a fait l'habillage bois. Voilà. C'est de la dinanderie,
Ça s'apparente à l'ornemantisme en fait, mais c'est de la couverture. Voilà. On refait des éléments à neuf qui ont disparu, qui sont tombés au fil du temps. Voilà. Mais le but c'est quand même de maximum de choses, on restaure. S'il y a un trou, on met une plaque et on bouche. On va alors remettre la pièce debout, mettre la vierge, mettre la croix, le coq, tout mettre sur le belvédère et ensuite on monte le tout sur la charpente en fait. Alors clairement, le chantier de la basilique, je crois que c'est le chantier de ma mandature, hein, enfin de la mandature en tout cas. Le premier chantier qui est arrivé sur le bureau, donc c'est vraiment un honneur hein, déjà d'avoir à gérer, à coordonner un peu ce projet. Il y a quand même eu des moments fort en émotion, et comme je disais, il y a quelques années, j'étais en bas avec mon grand-père en train de voir descendre le dé, on n'imaginait pas que je serais impliqué à ce point le jour de la remise, donc c'est vrai qu'émotionnellement il y a eu quelques moments importants. Le fait de le voir partir de la caserne des pompiers vers les ateliers, vers Paris, c'était déjà une première étape. Puis les différentes visites sur site à Paris, ici, et évidemment le retour, revoir le même camion revenir, mais avec le dé complètement restauré, c'est le avant, c'est le après. On a un peu l'impression que la boucle se boucle tout doucement, même si ce n'est que la deuxième phase d'un long chemin encore, mais c'est vrai qu'il y a quand même des moments comme ça où on est content, où ça prend aux tripes et on voit le travail qui a été effectué. C'est la ministre qui décide quel chantier on va subventionner. Donc il y a une campagne qui est faite plus ou moins 2 fois par an par la ministre, où la région, la WAP, présente des dossiers à la ministre au niveau de subvention. Ça va d'un bâtiment comme la basilique qui est un patrimoine exceptionnel à une maison de rangée d'un particulier qui est également classé. Moi je viens clôturer entre guillemets le chantier, mais ça commence déjà en amont quand on va préparer le dossier au stade de subside. On est là pour essayer de préserver les connaissances du passé et les matériaux du passé, parce que le plomb, ce n'est pas un matériau qu'on retrouve de manière commune dans des habitations normales, surtout que beaucoup de gens décrivent le plomb par rapport à sa pollution et d'autres dangers qu'il pourra engendrer. Certaines idées sont fausses, mais ici, on essaie de conserver des acquis du passé que nos anciens ont mis. Et nos subsides sont là pour ça aussi, c'est qu'on a des exigences et ces exigences, ça a un coût. Du coup, on est là pour apporter un soutien financier et technique. Moi, à mon niveau, c'est technique, auprès du maître de l'ouvrage dans le suivi du chantier, parce que ces connaissances et cette mise en œuvre, il faut des connaissances particulières, des connaissances que nous, au sein de la WAP, on a acquises via des artisans et qu'on essaie de transmettre et surveiller. La basilique appartient donc à la fabrique d'église, donc normalement, on ne s'en occupe pas, mais il y a encore des reliquats du Code Napoléon qui disent que les villes doivent subvenir aux besoins des fabriques d'église si nécessaire, concernant notamment leur patrimoine. Donc on a fait une convention entre la fabrique d'église et la ville s'occupe de la maîtrise d'ouvrage. Ça veut dire qu'on a repris un peu la direction de chantier, évidemment toujours en accord avec la fabrique d'église qui est toujours présente sur le chantier et qui est toujours consultée lorsqu'il y a des décisions à prendre. Alors un chantier, la basilique dans la totalité, en tout cas les 2 phases qui viennent de s'écouler, la première tournait aux environs des 800 000, la deuxième phase tourne environ on va arriver avec l'inflation qu'on vient de connaître à 2,5 millions au moins. Il y aura encore quelques phases après, donc on peut se dire que ce dossier va revenir à 4 à 5 millions, ça dépendra de jusqu'où on ira. On va chercher des subsides où le bâtiment étant classé et qui en plus a été classé il y a peu, bâtiment exceptionnel de Wallonie, on peut aller chercher des subsides à la WAP, auprès de la WAP, donc l'agence wallonne du patrimoine, qui subsidie en fonction de différents critères à plus ou moins d'argent. On a eu la chance pour la phase 1 d'avoir un subside classique et on était subsidié aux environs de 74% par la WAP et toujours la province. La province donne toujours un petit quelque chose. Et pour la phase 2, on a eu la chance d'avoir un accord cadre proposé par le ministre, où là on est encore beaucoup mieux subsidié parce qu'on est subsidié plus ou moins à 95% du montant adjugé. Donc c'est un petit détail, mais le montant adjugé, c'est le montant de l'offre qu'on reçoit par rapport au cahier de charges qu'on a établi. Dès le Moyen-Âge, en fait, il y avait un arbre, un chêne, qui faisait la limitation entre Blaton, Condé et Perruet. Et sur ce chêne, donc, on a installé une petite statue. Et cette statue donc, a reçu à cette époque-là le nom de Notre-Dame du Chêne entre deux bois.
Et cette statue, donc les gens la vénéraient lorsqu'ils passaient, je dirais, tout près de cet arbre en question. Ben, les années ont passé, l'arbre a été, je dirais, petit à petit de plus en plus en mauvaise santé. Et dans le bois de cet arbre-là, on a refait une nouvelle petite statue cette fois-ci de la Vierge à l'enfant. Donc dans la statue, il y a non seulement Notre-Dame, mais également l'enfant Jésus qui est dans ses bras. Et cette nouvelle statue qui a été faite dans l'arbre a été mise dans un petit abri en cailloux, donc à l'endroit de la fameuse borne entre ces différents territoires. Elle est restée dans cet abri en cailloux pendant quelques années. Et puis la peste a fait rage dans la région, mais vraiment de façon très très spectaculaire. Et Perrué et les environs ont été protégés de la peste. Et on a toujours pensé à cette époque-là que c'est parce qu'on invoquait et on priait Notre-Dame de Bon Secours ou Notre-Dame du Bon Secours. Le nom avait déjà quelque peu évolué puisqu'on parlait de Notre-Dame du Chêne entre deux bois vers Notre-Dame de Bon Secours. Les années passent et puis vers 1630, on s'est décidé donc de construire une première chapelle. Toujours, j'insiste, au même emplacement. Et cette première chapelle donc, a été construite et s'est vite avérée relativement petite par rapport au culte et par rapport aux gens qui y venaient. Et donc on s'est dit, ben voilà, elle est trop petite, on va pas complètement la démolir, mais on va quand même l'agrandir de façon assez considérable. Ça s'est fait relativement vite. Et cette chapelle qui a été agrandie, pour les plus curieux parmi vous, il y a une maquette qui se trouve encore au jour d'aujourd'hui à l'intérieur de la basilique actuelle. Il y a une décision qui a été prise de commun accord avec la fabrique d'églises pour démolir l'ancienne chapelle et reconstruire au même emplacement la basilique actuelle de Notre-Dame de Bon Secours. La démolition s'est faite au mois de mai 1885. On peut considérer qu'elle était achevée en 1895. Quand je dis achevée, c'est-à-dire que bon, on pouvait y réaliser des offices, on pouvait avoir, je dirais, le culte à l'intérieur de la basilique. Donc tout ça pour vous dire que la basilique actuelle est toujours à l'emplacement de départ et c'est une basilique qui a été construite par un architecte qui s'appelle M. Jean-François Backelmans et qui donc a vécu toute la construction de la basilique et est décédé pratiquement au moment où la basilique se terminait. C'est un style néo-gothique, c'est très très particulier et sa forme surtout est très très particulière. Alors que vous dire encore d'autre en quelques mots, c'est qu'en 1910, donc, le pape Pie X a décidé que notre église deviendrait une basilique mineure. Et puis encore peut-être quelques dates très importantes, c'est que la basilique a été donc classée monument historique donc, au niveau de la région wallonne en 2001. Et a reçu le titre de patrimoine exceptionnel wallon au mois d'octobre 2016. On a beaucoup de personnes qui passent dans la basilique. On estime, mais c'est une estimation, on est passé de 2000 pèlerins individuels, on doit à peu près à 6000 pèlerins annuellement. Et donc on voit ça par rapport à tous les gens qui viennent se confier et qui viennent crier au secours, entre autres. Puis il y a des gens qui sont venus de France, des gens qui sont venus de New York, de Dublin, de Paris, et qui viennent voir cette basilique. Et certains restent aux offices et puis les autres s'en vont. Mais effectivement, il y a un regain d'activité. On sait que c'est quand même un chantier d'envergure avec un patrimoine qui est préservé. Il y a quelques encablures de l'an en France, donc c'est vraiment une bonne perspective et surtout une belle prospective. À travers les Bonsecourois, ils attendaient cela, ils attendaient que ça revive, que la Vierge soit posée. Et donc c'est aussi nos amis français qui, comme on pourra le constater à travers les différents reportages, photos, vidéos, voient aussi ce qui peut se passer. Et puis encore une fois, on en revient à ça, c'est pas simplement la dépose d'un dé d'une Vierge, c'est pas simplement non plus l'aspect culte qui est présent, mais c'est aussi tout ce qu'il y a autour.
pour rappel, le tourisme, le socio-économique, simplement la vie, l'espoir, la vie. Et donc voilà, ça reste un moment de fierté et un moment d'émotion aussi, parce qu'il y en avait à travers les yeux des uns des autres. Donc l'émotion de cela, de tout ce qui peut se passer, et aussi de l'émotion parce qu'il y a de l'intergénérationnel. Ça veut dire que ça se passe tous les 150 ou 200 ans et on se dit, on y a contribué, on y était, et puis après les générations suivantes devront s'y entretenir. Et ça, c'est un vrai message, c'est un beau message.